Les élus votent un budget 2026 stratégique, ont-ils affirmé après 6 heures intenses d'échanges ce mardi. La première ministre répare avec un texte équilibré prenant en compte les réalités et les urgences du pays, en particulier la sécurité, le renforcement de la gratuité de l'enseignement ainsi que le social au sens large. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, lui, poursuit sa itinérance dans le pays pour vulgariser la nouvelle gouvernance sécuritaire. Jacquemain Chabani est actuellement à l'étape d'Issiro, chef-lieu du Haut-Tuélé, où il a été chaleureusement accueilli par les autorités et la population. À Kinshasa, l'exécutif provincial tente de faciliter la vie à la population confrontée à des sérieux problèmes de transport. Sans ligne de bus public comme autrefois, Daniel Bumba lance une campagne Tosa Batosayo visant à faire respecter les prix des courses ainsi que les itinéraires pour réduire les dépenses quotidiennes du Kinois. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Assemblée nationale a déclaré recevable au terme de 2 journées de débats intenses tenues du mardi 18 au mercredi 19 novembre le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Les échanges qui ont duré plus de 6 heures, comme je le disais tout à l'heure, le deuxième jour, ont permis aux députés de scruter en profondeur les priorités du gouvernement et de proposer des pistes d'amélioration pour un budget jugé stratégique. Durant 6 heures de débat, la chef du gouvernement a répondu à l'ensemble des préoccupations des élus du peuple, revenant longuement sur les fondements macroéconomiques du budget présenté en équilibre et chiffré à 59 021 milliards de francs congolais, soit une progression de 16% par rapport à l'exercice 2025. Elle a notamment rappelé que ce cadrage reste tributaire de l'évolution du contexte économique et du climat sécuritaire national. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka a souligné que, malgré la baisse des recettes dans plusieurs zones de l'Est en raison des conflits armés, la politique budgétaire du gouvernement a permis de stabiliser le taux de change passé de 2800 francs à près de 2300 francs congolais pour $1. Elle a également salué l'action des FARDC et des Wazalendo, réaffirmant la détermination de l'exécutif à récupérer toutes les portions du territoire encore sous occupation. Le budget 2026 repose sur 5 priorités majeures que les députés nationaux ont scrutées en profondeur. Sécurité et défense, 11 896 milliards de francs congolais pour renforcer les capacités des forces armées de la RDC et de la police. Développement économique, agriculture, industrie et infrastructure, 11 972 milliards de francs congolais, incluant les projets énergétiques structurant la mécanisation agricole et la poursuite du programme des 145 territoires. Éducation, 6 657 milliards de francs congolais pour consolider la gratuité scolaire et poursuivre la construction et la réhabilitation des écoles. Santé, couverture santé universelle, 5 579 milliards de francs congolais avec un accent sur les soins matériels, néonatales et la lutte contre les endémies. Protection sociale, 211 milliards de francs congolais pour les patients, retraites et l'assistance aux déplacés internes. La chef du gouvernement a par ailleurs détaillé la structure interne du budget, 53 654 milliards de francs congolais pour le budget général, 962 milliards de francs congolais pour le budget annexe et 4 404 milliards de francs congolais pour le compte spéciaux. Après avoir obtenu les éclaircissements attendus, l'Assemblée nationale a adopté la recevabilité du texte, ouvrant ainsi la voie à l'examen approfondi. Il faut noter que la plénière a été présidée de bout en bout par le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. Coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo a échangé avec l'ambassadeur russe accrédité à Kinshasa, Karl Tikazé. Au menu, l'avancement justement de cette coopération entre Kinshasa et Moscou, ainsi que la présentation de l'attaché de la défense russe. La coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Russie a été au centre de la rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Maître Guy Kabombo Mwadianvita et l'ambassadeur des fédérations de Russie en RDC, Karl Tikazé. La relation entre Kinshasa et Moscou étant au beau fixe, les deux parties ont également évoqué les perspectives
du renforcement de cette collaboration dans le strict respect des instruments internationaux ratifiés par la RDC. Karl Etikazé a salué l'essence élevée du chef de la défense congolaise qui a martelé sur l'ouverture du pays à tous les pays partenaires. Nous avons discuté les diverses questions de développement de nos relations dans le domaine militaire. Et je dois dire que je dis toujours que nous avons de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo dans tous les domaines. Et les domaines militaires y inclus. Nous avons eu la possibilité de discuter les différentes choses et inclut le développement de la base juridique de notre coopération. L'ambassadeur Karl Etikazé a à son tour présenté au chef de l'outil de la défense, Maître Guy Kabombo Madianvita, les nouvelles attachées des défenses russes accréditées en RDC, à qui Maître Guy Kabombo a souhaité plein succès dans l'exercice de son mandat ainsi que ses fonctions, avant de lui témoigner la disponibilité de poursuivre un dialogue technique régulier pour la professionnalisation et la montée en puissance des FARDC. Poursuivant son itinérance sécuritaire dans le nord-est du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, est arrivé à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Tuélé. Il a été reçu à l'aéroport national d'Isiro-Matari par le gouverneur Jean Bakomito Gambou. Le VPM a aussi été accueilli par une population mobilisée ainsi que les autorités locales venues saluer cette étape importante de sa mission. Objectif vulgariser les textes légaux relatifs à la nouvelle gouvernance sécuritaire et échanger avec les autorités. Mardi 18 novembre 2025, la ville d'Isiro a vibré au rythme d'un événement historique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, est arrivé l'après-midi dans le cadre de sa mission d'itinérance sécuritaire. Accueilli à l'aéroport par le gouverneur Jean Bakomito, il a reçu les honneurs militaires et les salutations des autorités politico-administratives, coutumières et religieuses avant de se diriger vers le rond-point Lumumba pour un meeting populaire. Devant une foule immense venue l'accueillir et les suivre avec ferveur, le VPM de l'Intérieur a été introduit par les gouverneurs du Haut-Tuélé, Jean Bakomito, sous les ovations et clameurs de la population. Dans son adresse, le VPM n'a pas manqué de saluer le leadership provincial et de souligner l'objectif de sa mission. C'est déjà une bonne chose. Encore une fois, merci pour l'accueil. L'exécutif provincial du Haut-Tuélé a personnellement salué cette venue qui met en œuvre la volonté politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de poursuivre l'amélioration des bons élans de développement et de cohésion dans tous ces secteurs. Je suis dans la joie de voir que les instructions du président de la République aux autorités du gouvernement central sont suivies à la lettre. Nous avons le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son excellence Jacquemain Chabani. Nous nous réjouissons de cette visite et nous estimons qu'elle apportera beaucoup dans la gouvernance sécuritaire dans la province du Haut-Tuélé. Ces derniers contacts avec la population marquent le début d'un séjour de 3 jours consacré à la vulgarisation de la réforme sécuritaire, à la formation des acteurs territoriaux et coutumiers, ainsi qu'au lancement de l'opération Ndobo pour renforcer la gouvernance sécuritaire. En parlant de séjour, celui du ministre en charge des infrastructures en Chine ne restera pas sans impact dans la vie des Congolais. De retour de Chine, il a effectué une restitution. Il y a passé 10 jours et annonce des accords prochains à l'arrivée des investisseurs chinois au pays. John Banzalunda a peint un bilan positif de son déplacement, soulignant la volonté du président de la République de doter la RDC des infrastructures modernes. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, a regagné Kinshasa après un séjour de 10 jours en Chine consacré à la coopération stratégique dans le domaine des infrastructures. À son arrivée à l'aéroport international de Njili, il a affirmé que cette mission ouvre une nouvelle étape pour les chantiers nationaux. La Chine est un partenaire stratégique du Congo. Et pour la Chine, le Congo est un partenaire stratégique. Dans 2 semaines, les vrais investisseurs chinois
vont descendre ici. Nous allons signer des accords pour révolutionner nos infrastructures. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décrété le Congo comme étant un véritable chantier. Il a trouvé 3000 km de routes bitumées et aujourd'hui il a déjà fait 8000 km. Mais ce qui est à venir est plus grand parce que nous nous inspirons par exemple du modèle chinois. La Chine, c'est 6 650 000 km asphaltés. C'est du jamais vu. Aucun pays n'a fait mieux que la Chine. Et donc, ce modèle nous inspire. Et que quand le président décrète le Congo comme étant un véritable chantier, et ça c'est vrai, vous verrez que sur les 2 350 000 km² de notre pays, nous allons tout faire pour avoir un réseau routier d'1 700 000 km². C'est faisable. Avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est faisable. Nous serons bientôt, le mois prochain, dans la toute première conférence nationale sur les infrastructures. Vous verrez ce que le président de la République va vous dérouler comme programme, comme plan d'action choc pour révolutionner ce pays. Il a également annoncé le lancement futur des voies ferrées à double voie entre les grandes villes afin de connecter l'ensemble du pays. Revenons sur les activités de la 30e conférence des partis sur le climat. Ces assises ont réuni à Belém, capitale de l'État du Pará, au Brésil, les représentants de 143 pays, dont plusieurs chefs d'État. Lors de l'ouverture de ces assises, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a réaffirmé la position de la RDC comme un véritable pays solution. Dans sa délégation, la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati Tito, s'est distinguée. Le chef de l'État a aussi dénoncé l'écocide, la destruction intentionnelle des écosystèmes naturels, avant d'appeler la communauté internationale au respect des promesses climatiques, notamment le décaissement de 300 milliards de dollars américains promis par an, annoncé lors de la COP de Bakou. Félix Tshisekedi a également présenté le couloir vert Kivu-Kinshasa, un projet stratégique visant à renforcer la résilience écologique sur plus de 500 000 km² et à promouvoir une gestion durable des territoires. Dans la même dynamique, la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati Tito, a réuni lors d'un dîner de haut niveau les ambassadeurs, les représentants des différents pays et acteurs du secteur climat. Elle a présenté à cette occasion le potentiel écologique de la RDC ainsi que les opportunités d'investissement qu'offre son pays dans la nouvelle économie du climat, en particulier autour du couloir vert. Elle a saisi aussi cette occasion pour appeler à une mobilisation collective afin de préserver les écosystèmes forestiers et encourager une gouvernance climatique bénéfique à tous. Votre présence en ces lieux témoigne d'un engagement fort et d'une conviction partagée concernant l'avenir de notre planète et surtout du rôle qu'est censé jouer la République démocratique du Congo contre le changement climatique, et c'est au regard de la dotation exceptionnelle de ces pays magnifiques en ressources naturelles et minérales stratégiques pour la transition énergétique et un avenir sobre carbone. Avec la République démocratique du Congo, il devient possible de rêver une économie décarbonée, résiliente et inclusive. Par ailleurs, la ministre déléguée Arlette Bahati Tito a vanté le leadership du président Tshisekedi, soulignant son engagement à promouvoir les femmes comme actrices clés dans la politique climatique nationale. Dans un autre cadre diplomatique, la ministre déléguée en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati Tito, a participé activement à la signature d'un mémorandum d'entente entre la RDC et le Brésil. C'est la ministre de l'Environnement, Marie Nyangendambo, chef de la délégation congolaise, qui a apposé la signature pour le compte de la RDC. Notons que cet accord vise une gestion commune des forêts, renforçant ainsi la coopération entre deux des plus grands poumons verts de la planète.
Le député national Willy Prince Michiki a conduit une délégation d'élus nationaux en mission parlementaire en Russie où celle-ci a mené des actions de lobbying pour le retour d'une paix durable dans le pays. D'une pierre deux coups, l'élu de Walikale a signé 2 protocoles d'accord en matière de coopération sanitaire, éducative et culturelle ainsi que pour la construction d'un laboratoire animal et végétal avec une firme brésilienne. Cette délégation des élus nationaux des différentes circonscriptions électorales a eu des échanges de haut niveau avec de nombreuses autorités de la Russie. Face aux législateurs russes, la délégation congolaise a plaidé pour des actions concrètes visant à résoudre la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et à l'application immédiate de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous parlons aujourd'hui développement et action humanitaire, mais on ne peut pas parler de développement et action humanitaire sans accompagner par le climat des affaires. C'est pourquoi nous en profitons aussi ici pour annoncer déjà la mise en place d'une chambre de commerce Russie-RDC qui va accompagner les entreprises russes et congolaises pour faciliter les échanges commerciaux entre nos deux pays. Après l'étape du Parlement russe, l'élu de Walikale, Prince Michiki, a signé un protocole d'accord pour la construction d'un laboratoire animal et végétal dans une ferme complexe moderne de 5000 hectares à Walikale pour un investissement total de 500 millions de dollars américains. C'est la première fois que cette ferme moderne sera installée au Congo et à côté de la ferme, il y aura aussi l'installation des laboratoires modernes. Un laboratoire qui va examiner tous les produits alimentaires ainsi que tous les produits animaux. C'est une innovation. Ce projet aussi va générer du crédit carbone, puisqu'ici nous sommes à la COP 30, nous parlons aujourd'hui de réchauffement climatique. Donc tous les produits qui seront ici produits par nous, s'il faut permettre la technologie, seront bio. Ce projet aidera la RDC à réduire sensiblement les importations des céréales, des bovins et des poulets. Un montant de 2 millions de dollars vient d'être libéré pour les études de faisabilité. Le député national Obedi Nyamangyoku veut aller jusqu'au bout de sa démarche, c'est-à-dire obtenir la modification de l'hymne national qu'il juge trop tourné vers le futur. Pour ce faire, il a déposé sa proposition d'amendement auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Parvenir à la modification du texte de l'hymne national, c'est l'objectif que poursuit l'honorable Obedi Nyamangyoku. Après avoir présenté la synthèse de sa préoccupation à la plénière, l'élu de Fizi dans le Sud Kivu passe à la vitesse supérieure. Il a saisi officiellement le bureau de l'Assemblée nationale pour déposer sa proposition de modification du chant patriotique. L'hymne national, c'est l'identité. C'est notre identité, l'identité d'un pays. Et lorsque l'identité est mal formulée ou mal présentée, ça pose parfois des problèmes. Vous savez, l'idée est venue d'où? L'idée est venue lorsque nous nous sommes mis ensemble avec certains serviteurs de Dieu. On s'est posé finalement des questions. Nous avons un pays immensement riche, potentiellement riche, mais le peuple croupit dans la misère. Alors, le problème peut-être serait au niveau de l'hymne en soi, parce que c'est ça qui représente notre identité, où il y aurait des petits soucis. Alors, ces petits soucis sont d'ordre de 2 ordres. Ordre spirituel et ordre, bien sûr, grammatical ou, si tu veux, linguistique. Spirituellement parlant, lorsque nous chantons l'hymne national, nous disons que nous bâtirons notre pays. Nous bâtirons, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fera dans l'avenir et c'est comme si ça a un impact négatif de manière que lorsque on est aux affaires, il y a un projet comme c'est nous ne bâtissons pas, maintenant nous bâtirons, peut-être spirituellement cet argent est détourné et ça va ailleurs et ça va faire quelque chose d'ailleurs qui n'est pas vraiment pour la communauté mais pour un individu. Parce que finalement, même lorsque nous chantons dans votre solidarité, on le dit notre solidarité. Alors vous, est-ce que vous êtes Congolais quand moi je chante pour votre solidarité? C'est-à-dire moi je ne m'intègre pas alors que je suis Congolais. Document déposé, l'élu du peuple est conscient que le dernier mot reviendra à l'Assemblée. Obedi Nyamangyoku, leader incontestable de l'Est du pays, est à la base de plusieurs initiatives parlementaires. Au service du peuple, il entend poursuivre sa mission parlementaire avec
patriotisme et détermination. En off, prenant cette dénonciation de l'inspection générale du ministère de l'Éducation, il se trouve qu'un individu se présentant comme inspecteur, Gentil Mwanza, récolterait de manière frauduleuse un montant de $10 par élève pour un enregistrement à travers son compte WhatsApp. Il se vanterait d'avoir encadré près de 9000 élèves et contribué à leur réussite d'une manière ou d'une autre. C'est faux et archi faux. L'inspection générale le dénonce comme imposteur car non connu du corps officiel. L'inspecteur général adjoint Félicien Saïdia, qui signe ce communiqué, alerte à l'intention des parents et élèves, précisant que les cours sont dispensés dans les écoles et pas dans des centres quelconques et ne nécessitent donc aucun frais en dehors de ceux déjà autorisés par l'État. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé ce mercredi au lancement de la campagne de sensibilisation et mobilisation sur les pratiques de demi-terrain et la hausse du prix des transports en commun. Dénommée Tosa Batosayo, elle vise à rétablir l'ordre dans les secteurs des transports, protéger le pouvoir d'achat des Kinois et garantir le respect des tarifs ainsi que des itinéraires réglementaires. À cette occasion, les 500 premiers agents de transport affectés à la régulation et au contrôle du respect des normes de circulation ont été présentés à l'autorité urbaine par le ministre provincial Jésus-Noël Cheké, qui a rappelé que désormais, aucun agent ne peut se prévaloir de cette qualité sans arborer une tenue distinctive, c'est-à-dire chemise bleu foncé pour les contrôleurs et bleu ciel pour les inspecteurs. Une déclinaison de la grande campagne que nous avons lancée sur la norme en milieu urbain. Aujourd'hui, sans la norme, aucun effort que nous allons déployer va suivre avec un résultat palpable. Alors nous pensons qu'en milieu urbain, c'est la norme qui doit primer sur toute chose. Vous avez vu, nous avons commencé par les démolitions, nous avons enchaîné avec la campagne de Balabaleza où ils étaient. Aujourd'hui, nous sommes dans Tosaba Tosayo. Vous voyez? Et c'est pour mettre l'État en avant-plan. Ici, je m'adresse aux usagers. Vous avez compris que, en faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre demi-terrain, des hausses de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. Aujourd'hui, ils sont identifiés pour qu'ils puissent faire leur travail. Le lancement de cette opération traduit la détermination du gouvernement provincial de Kinshasa à rétablir l'ordre dans les secteurs des transports, à protéger les pouvoirs d'achat des Kinois et à garantir le respect des tarifs ainsi que les itinéraires réglementaires. Résolument engagé à restaurer la discipline routière, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a invité la population kinoise à accompagner cette campagne qui vise à améliorer durablement la mobilité et la qualité de vie quotidienne dans la capitale. Dépêché par la régie des voies aériennes suite à l'incident aérien qui a eu lieu à l'aéroport de Kolwezi ce lundi, le directeur général adjoint Louise Blaise Londolé a été reçu par la chef de l'exécutif provincial Marie-Thérèse Masuka Saini, avec qui il s'est entretenu sur cet accident impliquant un avion qui transportait le ministre des Mines et sa délégation. Il rentrera de cette mission avec un rapport détaillé. Plusieurs délégations défilent à l'hôtel du gouvernement provincial du Lualaba pour s'enquérir de la situation sur le drame survenu à l'aéroport de Kolwezi, parmi lesquels celle de la régie des voies aériennes conduite par son directeur général ad intérim. Louis Blaise Londolé, accompagné de la commandante de la RVA Kolwezi, a été reçu ce mardi 18 novembre par la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masuka Saini. Nous sommes venus principalement pour les sinistres qu'il y a eu ici à Kolwezi. Séance tenante, j'ai décidé qu'on puisse venir sur place pour s'enquérir de la situation. Leurs échanges se sont élargis par la suite aux autres membres de son équipe dans la salle des conseils. Nous allons laisser les enquêtes qui sont diligentées continuer et après on saura comment évoluer. Plus tôt, c'est-à-dire mardi, Marie-Thérèse Masuka Saini a accordé une audience au consul général adjoint de l'Angola, Noberto Saldana. Sa mission au Lualaba s'inscrit dans le cadre de la compassion que témoigne son pays à l'endroit de cette province après le drame aérien survenu à l'aéroport de Kolwezi. Au lendemain de l'incident ayant viré au drame à l'aéroport de Kolwezi, la gouverneure de province Marie-Thérèse Masuka Saini a reçu en audience ce mardi 18 novembre 2025 le consul général adjoint de la République d'Angola, basé à Lubumbashi,
Le diplomate angolais a effectué le déplacement du Lualaba dans le cadre d'une mission de compassion au nom de son gouvernement pour témoigner son soutien à l'autorité provinciale et à toute la délégation victime de l'incident. Pendant une demi-heure d'échange, les deux personnalités ont abordé en toute franchise tous les aspects liés à cet événement malheureux qui a failli coûter la vie à plusieurs officiels en mission dans la province. Il a été envoyé par le consul général de l'Angola pour venir savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le crash qui a été lié ici dans la province de Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Norberto Saladna a réaffirmé l'attachement de la République d'Angola au partenariat stratégique qui la lie à la province du Lualaba. Pour lui, un tel incident ne doit en aucun cas affecter la dynamique des relations bilatérales. Il a salué la maîtrise de la situation par les autorités locales. Le diplomate a enfin promis de transmettre fidèlement à sa hiérarchie le contenu de l'entretien tenu avec la gouverneure afin de garantir une communication claire sur l'évolution du dossier. À Kolwezi, chef-lieu de la province, la saison de pluie arrive et trouve les autorités bien apprêtées contre les inondations. Les caniveaux sont curés grâce à des engins adéquats, à la grande satisfaction de la population qui applaudit le leadership de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Les curages de rivières et caniveaux de la ville de Kolwezi exécutés par la société Adonis évoluent normalement. Après le lancement de cette activité de sensibilisation par le vice-gouverneur Clément Mofunji Chinati Karl sur la rivière Mwachisenge, l'entreprise est toujours à pied d'œuvre en cours des processus. La saison de pluie ayant repris, la société travaille actuellement sur les curages des rivières déjà identifiées lors de l'activité des recensements. Ce mardi 18 novembre 2025, la tractopelle de la société Adonis évacue les déchets de cette rivière compris entre les ponts Cadel 2 et la sortie de la rivière Mwachisenge. Sous la satisfaction des populations, la rivière s'éclaircit, l'eau est visible et sa grandeur s'élargit. Les personnes vivant autour de cette rivière n'ont pas caché leur joie à l'endroit de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui milite pour accomplir la volonté du chef de l'État résumée au bien-être de la population RD congolaise de partout. Ces opérations visent à assainir les milieux et à éviter les inondations. Fifi Masuka Saini est venue au secours de ceux qui n'avaient plus d'espoir. C'est depuis 1995 tuko tunateswa na mambo ya hii mtoni, tulikuwa inonde de temps en temps, tulikuwa exposé kulufu. Mais mu regime ya huyu mama gouverneur, Mungu amubariki kutukumbuka leo kututosha mwi mateso ya mtoni. Tunateswa sana juu ya problemu ya hii mtoni ya maji. Mungu amubariki sana, mukumbuke kwa kazi ile natufanyia tukuwazia. Cette satisfaction s'est traduite également à l'endroit de l'entreprise à pied d'œuvre Adonis Mining, pour qui ces riverains n'ont pas caché les mots de reconnaissance. Réduire les inondations et les moustiques, éviter les débordements des eaux et permettre aux populations de dormir tranquillement en profitant de cette saison pluvieuse demeure le combat de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le sénateur Dani Banza Maloba est arrivé à Lubumbashi ce samedi. Il a été accueilli par une foule impressionnante, mobilisée entre autres par les députés nationaux honoraires Nanou Memba. Les militants de l'ACO, venus de Kipushi et d'autres localités, ont offert un accueil chaleureux et massif au fils du terroir. Déjà tôt le matin à Lubumbashi, Nanou Memba et Benga terminent les derniers préparatifs. En ce jour où son autorité morale, le sénateur Dani Banza Maloba, y fait son retour très attendu. Première étape, le siège du parti Avenir du Congo. Là, les députés nationaux honoraires passent en revue toutes les troupes pour le dernier réglage. Puis les carnavals vers les bâtiments du 30 juin. Ici, des milliers de sympathisants des Dani Banza venus de tous les coins du Haut-Katanga, notamment des Kipushi, s'amassent pour accueillir leur leader avant de se rendre à l'aéroport international de la Luano. Les soldats de Nanou Memba
ne se lasse pas. Aussitôt atterri, Dani Banza Maloba se rend directement à la place de la Poste. Devant une foule compacte, les sénateurs rendent hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour tous les efforts diplomatiques en cours dans différents processus pour le retour de la paix dans la partie est du pays. Par rendre hommage au chef de l'État, Nabibia, qui est la première dame, Maman Denise, Bojo va nous protéger, va nous sécuriser, va ennemi anglote, va neutraliser. Je parle de mon aon, Léo Mutoto, dans la Fika, pas en bonne santé. C'est mon piquet, mais le président de la République, on a soutenu le processus à Doha, à Washington. Oui, ma processus mbiri, chef de l'État atarudisha amani muhimu kini. Tukunasikilizana. Pour Nano Memba, cette journée n'est pas seulement une réussite de la mobilisation, mais aussi un message clair, celui de la loyauté et de la fidélité des Kipushi et de ses bases envers l'autorité morale de l'ACO. Dani Banza Maloba a également échangé avec les chefs coutumiers. Après avoir longuement parlé réalisation du chef de l'État, les autorités coutumières lui ont promis leur accompagnement indéfectible. Après son arrivée remarquée à Lubumbashi, terre de ses ancêtres, l'honorable sénateur Dani Banza Maloba a reçu la visite des autorités coutumières du Grand Katanga, venus lui souhaiter officiellement la bienvenue et lui témoigner leur soutien. Cette rencontre, empreinte des chaleurs et des symbolismes familial, s'est déroulée dans un climat de dialogue franc et constructif. Le sénateur Dani Banza y a partagé les efforts déployés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour rétablir la paix à travers tout le pays, particulièrement dans le Grand Katanga. Autour, les chefs traditionnels, sous la conduite du grand chef Sarkozy Ndundu, ont prodigué des conseils pleins de sagesse à leurs fils, victimes par le passé d'un acharnement injuste. Ils ont également exprimé leur gratitude envers le chef de l'État et la première dame pour leur rôle dans son retour sécurisé au pays. L'ambassadeur, notre fils, était en déplacement il y a longtemps. Vous savez, chez nous, on dit que c'est plus facile de se séparer que de se rencontrer. Et comment il est rentré au pays, et parce que nous tous, nous avons suivi à un moment donné, il y avait un problème d'insécurité tout autour de lui, pour qu'il rentre au pays. Mais heureusement, nous remercions le chef de l'État et la première dame pour leur implication, et pour que sa sécurité soit assurée. Cette rencontre tenue dans la résidence du sénateur Dani Banza en présence de ses proches collaborateurs a renforcé le lien entre tradition politique et quête d'unité régionale. First Bank RDC a signé ce mercredi un partenariat de 3 ans avec Visa. Cette collaboration va permettre à la filiale de travailler directement avec Visa en République démocratique du Congo afin de faciliter les transactions sur l'ensemble du territoire national. Le mariage est scellé entre First Bank RDC et Visa. Avec cette collaboration RDC, Visa va apporter un support technologique à First Bank pour l'accélération de sa vision durant les 3 prochaines années. Ce partenariat va permettre à la filiale congolaise de travailler directement avec Visa en RDC et permettre à First Bank de mieux innover en tenant compte des réalités congolaises. Ce que nous venons apporter à travers ce nouveau partenariat, c'est une accélération de la vision des 3 prochaines années. C'est-à-dire que First Bank a une vision de transformation et à Visa, on vient apporter ce support tant technologique pour accélérer ces implémentations de ces nouveaux produits dont Madame Gisèle a annoncé le lancement dans les prochains jours, mais aussi en termes de formation pour accélérer les compétences des équipes, mais aussi le soutien pour la formation des utilisateurs, parce que tout nouvel outil requiert une formation dans l'utilisation. Parmi les 3 cartes que First Bank compte mettre sur le marché, il y a une qui sera adaptée aux transactions des petites et moyennes entreprises, précise Gisèle Lutundula, DGA de First Bank. Nous avons parlé des 3 prochaines cartes que nous comptons mettre sur le marché. Et parmi ces cartes, il y a une carte qui sera adaptée aussi aux transactions des PME. Mais à part ça,
nous verrons ensemble, suivant aussi l'évolution du marché, comment développer d'autres solutions de paiement qui pourront justement aider les PME. Avec les nouvelles cartes Visa des First Bank, les clients peuvent facilement faire des transactions, même dans des zones où les banques n'ont pas d'agence bien desservies. En politique, les activités de la génération Tanda, une structure de soutien aux actions du ministre des Droits humains, ont été officiellement lancées dimanche lors d'un grand meeting au camp Luka. Des jeunes venus de divers horizons ont répondu présents à l'appel d'Abed Mukumbi, coordonnateur de la structure. Commentaire de Gaëtan Koubabouranzi, Shigeregere, Kabouya. La jeunesse de camp Luka confirme à nouveau qu'elle reste derrière son ministre Samuel Mbemba Kabouya Tanda. Ils sont venus en nombre pour participer au lancement de la génération Tanda, et ce à l'appel du mobilisateur Abed Mukumbi. Dans la foule, l'effervescence est à son comble alors que le coordinateur de la génération Tanda rappelle l'engagement du ministre des Droits humains en faveur de la jeunesse, mais aussi mobilise en faveur des résolutions reconnaissant et condamnant le génocide commis en RDC, obtenu grâce à l'action gouvernementale de son ministre. Nous jeunes, nous sommes réunis aujourd'hui pour accompagner les actions du ministre des Droits humains, son Excellence Samuel Mbemba Kabouya Tanda, qui, sous la houlette ou sous la vision éclairée du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et matérialisé par le gouvernement Judith Suminwa, est en train de porter la voix des victimes de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda depuis plus de 3 décennies. Et aujourd'hui, à la suite de sa participation à la 85e session de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, cette commission a pris ou a adopté une résolution reconnaissant et condamnant le génocide commis en République démocratique du Congo par le Rwanda. Ce meeting populaire a été marqué par l'adhésion de tous les jeunes à la vision du président de la République mise en pratique par le ministre des Droits humains sous l'encadrement de la première ministre Judith Suminwa, chef du gouvernement. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les élus votent un budget 2026 stratégique, ont-ils affirmé après 6 heures intenses d'échanges ce mardi. La première ministre répare avec un texte équilibré prenant en compte les réalités et les urgences du pays, en particulier la sécurité, le renforcement de la gratuité de l'enseignement ainsi que le social au sens large. Le vice-premier ministre de l'Intérieur poursuit son itinérance dans le pays pour vulgariser la nouvelle gouvernance sécuritaire. Jacquemin Chabani est actuellement à l'étape d'Istiro, chef-lieu du Haut-Tuélé, où il a été chaleureusement accueilli par les autorités et la population. À Kinshasa, l'exécutif provincial tente de faciliter la vie à la population confrontée à des sérieux problèmes de transport. Sans ligne de bus public comme autrefois, Daniel Bumba lance une campagne Tosa Batosayo visant à faire respecter les prix des courses ainsi que les itinéraires pour réduire les dépenses quotidiennes du Kinon. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue à ce journal réalisé par Kadi Mwelo sous une coordination de Jean-Marie Kassamba, chef d'édition Rufus Lukanga. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Société nationale d'électricité, SNEL SA, informe son aimable clientèle qu'elle va procéder au recouvrement forcé et intensif de toutes ses factures de consommation d'électricité restées impayées auprès des clients semi-industriels et commerciaux à ce jour. À cet effet, elle demande à ses clients ce qui suit: payer sans délai les factures en souffrance au guichet SNEL SA contre un acquis, exhiber les preuves de paiement des factures lors de la procédure de recouvrement forcé. Le non-paiement conduit la SNEL à la coupure d'électricité sans préavis. Le rétablissement n'interviendra qu'après paiement de toutes les factures et frais de rétablissement du courant. Ce communiqué tient lieu des dernières mises en demeure, signé la direction